Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission en tête à tête. Et aujourd'hui, nous sommes dans le massif du Beaufortain en Savoie avec une amoureuse de la nature. Bonjour Sandra Bérénice Michel. Bonjour à toi et bonjour aux spectateurs. Vous passez le plus clair de votre temps ici en montagne, en nature, car c'est votre métier, vous êtes photographe animalier, réalisatrice. N'est-ce pas le job de rêve d'être dans un tel environnement ? Là, je peux que être en accord avec ce que vous dites. C'est quand même un environnement assez préservé, magnifique et auquel je suis assez attachée, j'avoue. Et d'où vous vient cette fibre, cet attrait pour la nature ? Cet attrait pour la nature me vient, je pense, de mon enfance, de cet amour que j'ai pu nouer très très tôt en fait, en naviguant dans la nature avec mon père et ma mère. Et puis je suis arrivée en France et en fait ça s'est révélé à nouveau. Ça me manquait énormément, donc j'ai commencé à faire de la randonnée. Je pense qu'on a un territoire qui est quand même assez propice pour naviguer comme ça dans la nature sur des sentiers incroyables avec une variété en fait d'écosystèmes qui est juste fou. Et voilà, je m'y suis attachée et j'ai eu cette envie de plus en plus prenante en tout cas de faire de la photographie. Et du coup, pourquoi la photo, pour la photo de nature, la photo animalière ? Ça, c'est une bonne question. Je pense que clairement, ça venait de ce manque d'être à l'extérieur, d'être dehors quand j'étais un peu plus jeune. J'avais vraiment, quand je rentrais chez moi, en fait, un manque profond de toutes ces odeurs, de tous ces sens que je pouvais exprimer à l'extérieur, de ce langage de la forêt, ce langage des autres êtres vivants avec lesquels je pouvais être en contact. Et comme ça me manquait énormément quand je rentrais chez moi, que je m'enfermais dans une maison avec des gens, il fallait que je puisse ramener un morceau en fait à la maison pour me sentir un peu mieux. Donc j'ai commencé la photographie comme ça, simplement en voulant capturer en fait assez égoïstement des morceaux de nature, d'extérieur que je pouvais ramener chez moi pour pouvoir les regarder et puis me sentir mieux. La photo animalière, c'est l'éloge de la lenteur, pas de la lenteur mais de la patience, j'ai envie de dire. C'est ce que vous cherchez et c'est ce qui vous anime tous les jours dans votre travail ? Je crois que ça va effectivement avec, on n'a pas trop le choix et c'est vrai que des fois je rencontre des photographes animaliers qui ont pas cette fibre-là, qui craignent un peu cette attente, ce devoir de patience pour pouvoir savourer tout ça. Et effectivement, moi j'ai toujours aimé ça. Alors ça vient peut-être de l'univers de la chasse que j'ai pu côtoyer, mais au moins ça aura cet aspect positif, c'est que ça a su nourrir cette envie de patienter, de me cacher pour pouvoir observer des choses que d'autres n'ont pas la chance, le privilège de pouvoir voir. Et vous le savez, nous sommes dans une ère du tout connecté aujourd'hui. Et est-ce que c'est pas justement la reconnexion avec le vivant, avec la nature que vous cherchez à travers votre travail ? Complètement. À travers, avant même que ça soit un métier, cette passion-là, c'était simplement effectivement cette envie de me reconnecter avec le sauvage qui était en moi en fait et comme je l'ai dit, qui plus petite quelque part me manquait, m'échappait presque quand j'étais dans ce milieu trop urbanisé pour ma petite personne et voilà, j'avais vraiment cette volonté de m'y rattacher en fait, de me réinsérer dans ce milieu qui est le nôtre en fait. Et du coup, entre vos photographies, vos tournages, vous faites aussi des stages de photographie sous le nom d'Atmosphère Sauvage. Est-ce que pour vous, c'est tout aussi important de transmettre à la fois par vos photos, mais aussi par vos stages ? Je dirais que c'est important et même au-delà de ça, je m'en suis faite une mission humblement, mais je m'en suis faite une mission personnelle parce que je me suis aperçue que j'étais pas la seule à avoir ce manque et que d'autres personnes n'avaient pas forcément accès à ce fameux privilège dont je parlais, cet accès à la nature. Donc pour moi, transmettre cette passion, transmettre cette volonté d'aller découvrir en fait la nature qui nous entoure. D'ailleurs, la nature, ça pourrait être même péjoratif. En fait, c'est notre habitat, c'est notre maison. Mais on devrait mieux la connaître que ça. Et la connaître, ça permet de l'aimer. Et actuellement, on sait qu'on a cette opposition très claire dans nos vies. Donc j'avais vraiment cette volonté de transmettre. Et la photographie a été un outil clairement qui coulait de source pour moi à ce moment-là. Je me suis dit, ça peut être la clé d'amener les gens via des stages photos. Et les gens qui vous accompagnent, ils ont des étoiles dans les yeux, comment ils ressortent des stages ? Je pense qu'ils m'en mettent peut-être plus à moi que ce qu'ils en ont, mais en tout cas, effectivement, c'est ce que je ressens à chaque rencontre. Chaque personne que j'ai pu rencontrer, c'était assez unique et fou. Et les échanges qu'on peut avoir, les choses qu'on peut observer, c'est toujours des moments magiques. De toute façon, la nature nous offre toujours quelque chose. Il faut juste savoir l'observer, le regarder et l'apprécier.
Et effectivement, des étoiles dans les yeux, j'en ai eu pas mal grâce aux personnes et grâce à cette transmission que j'adore. Et à travers vos photos, vous voulez aussi passer le message que une plante, un chamois, des fois, est tout aussi beau qu'un cerf, est tout aussi beau qu'un lapin. C'est aussi ça, c'est pouvoir regarder les choses avec un œil contemplatif. Oui, complètement contemplatif. Et comme vous le dites, toute chose, tout être vivant est unique, apporte quelque chose à nous, êtres humains. Hein. Les services écosystémiques qui sont rendus par tout cet univers qui nous entoure, c'est quand même quelque chose d'important et de fort que dont peu de personnes prennent conscience, je pense. Et du coup, leur montrer qu'effectivement, cette petite plante va être l'hôte de tels petits insectes qui ensuite sont mangés par tel oiseau qui lui-même... Il y a tous les liens en fait entre les espèces, nous y compris, que je trouve hyper intéressante, hyper enrichissante. Et on se sent plus à sa place en fait. On se sent apaisé quand on comprend tout ça, quand on a la chance de pouvoir... l'observer et puis le contempler en fait, comme vous disiez tout à l'heure. Et pour faire le lien avec notre société actuelle, vous êtes également présente sur YouTube, vous publiez des vidéos, des courts-métrages et notamment une quête que vous menez et que vous êtes en train de mener et que vous avez déjà menée depuis quelques années, celle du loup. Vous pouvez un peu m'en parler de celle-là? Oui, bien sûr. Un sujet qui peut parfois faire critique, mais voilà, dans cette volonté, moi, d'aller observer toute la faune, c'est vrai qu'en arrivant ici dans le Beaufortain, il y a maintenant longtemps, j'ai compris que le loup allait peut-être se réinstaller. Et ça m'a posé question. Je me suis dit, mais effectivement, je connais les agriculteurs ici, je connais les activités humaines qu'il y a sur le territoire. Il y a encore de la place pour le sauvage, bien que peu. Et je me suis demandé comment ça allait se passer. Voilà. Donc j'ai voulu, dans un premier temps, simplement réaliser une quête pour comprendre si le loup s'installe, et je mets bien un si là-dessus parce que ça peut ne pas arriver malheureusement. Est-ce que l'habitat est propice? Est-ce que derrière, ça va bien se dérouler en fait avec les habitants humains et avec les autres vivants, donc les chamois, les insectes, les oiseaux, comment tout ça va être bouleversé, tout ça va changer et qu'est-ce que ça va donner in fine, quoi. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce fameux loup par rapport à tous les autres animaux de la montagne? Alors pour moi, il avait honnêtement rien de plus ou de moins qu'un autre animal, bien que ça reste un grand prédateur qui fascine et qui fait peur à la fois. Donc il y a peut-être ce côté historique et médiatique en fait en France qui peut peser et qui peut entraîner les gens à une certaine passion et en même temps à une certaine déraison sur cette question du loup. Pour moi, voilà, c'est une espèce comme une autre, mais qui effectivement va amener des services écosystémiques, comme je le disais tout à l'heure, qui sont hyper importants. Et donc ça m'était pour moi du coup primordial que de pouvoir me jeter dans cette quête et savoir comment ça allait se dérouler. Et du coup, après de longs mois de recherche, d'installation de pièges photographiques, d'espérance, de désespoir, un de vos pièges du coup capture enfin une photo de ce fameux loup. Exactement, donc les pièges photos que j'installais, c'était pour le suivi scientifique avec le réseau Loup Lynx, l'OFB et l'ONF. Et donc au bout d'un certain temps, des loups effectivement passaient en dispersion. Donc la dispersion, ce sont les jeunes d'autres territoires. Un territoire ne peut pas accueillir beaucoup de loups. Il faut savoir qu'à partir d'un moment, de toute façon, il y a la dispersion, donc des jeunes qui s'en vont en quête d'un nouveau territoire. Et donc on avait ces loups, nous, de passage ici, qui ne restaient pas. Donc, la question était déjà de savoir pourquoi, et puis de savoir justement à quel moment il y allait avoir enfin une installation, et alors que ça faisait des années que tout était propice ici. On a une réserve de proie, entre guillemets, pour le loup qui est exceptionnelle. On a énormément de chamois sur le massif, beaucoup de cerfs, beaucoup de chevreuils. Donc le jour où j'ai eu enfin cette première image et où j'ai pu prouver que le loup s'était enfin installé sur le massif, c'était quelque chose d'assez bouleversant. Les recherches s'intensifient, votre quête passe à un travail, on va dire, encore plus scientifique, plus de terrain. Et un jour, vous tombez sur le regard de cet animal-là. Ouais, c'est quelque chose de fort qui nous remet bien à notre place d'être humain, d'être sensible et d'être fragile avant tout. C'est un grand prédateur qui bouleverse quand on le rencontre, que ce soit de nuit, que ce soit... là, moi, pour la toute dernière fois, ma rencontre, c'était pour aider une éleveuse qui venait de se faire attaquer à 3 reprises en 2 mois sur son troupeau. Elle ne pouvait pas monter, ses chèvres avaient pris la fuite sur les hauteurs. Et donc, je suis montée avec une amie pour l'aider, surveiller son troupeau le temps qu'elle arrive avec l'OFB. Et là, voilà, c'était une rencontre qui n'avait plus du tout la même valeur que quand on est simplement photographe animalier et qu'on vient contempler. Là, on est dans une autre posture. On est en train de garder un troupeau.
comme j'aurais pu surveiller des chamois si je m'y attachais. Et ce loup arrive et on se demande s'il va aller au troupeau, qu'est-ce qu'on peut faire, comment. Voilà. Et là, on reprend notre place et on se dit, ok, c'est aussi effectivement des fois un problème pour certaines personnes. Et du coup, est-ce que la cohabitation homme, nature, animal, j'imagine que selon vous, elle est essentielle, mais c'est pas le cas. Tout le monde ne pense pas pareil dans la montagne. C'est quoi votre point de vue sur cette question-là? Le point de vue, il est difficile à adopter. Moi, mon point de vue personnel, il est plutôt que je suis à l'écoute en fait de chaque personne, de chaque individu, de chaque sensibilité, et j'ai envie d'essayer de renouer tous ces êtres humains ensemble et de leur faire comprendre qu'on peut avancer ensemble, ce qui est clairement très 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 compliqué parce qu'on a la politique, l'économie qui est quand même très pesante ici autour de tous nos fromages qui sont quand même largement commercialisés. Et donc dans tout ça, essayer de faire comprendre qu'il y a des éleveurs aussi qui se cachent, qui arrivent à cohabiter avec cette espèce, qui sont dans des contextes particuliers, mais qui ne parlent pas vraiment parce qu'ils ont un poids d'autres agriculteurs qui n'ont pas envie que cette parole prenne la place. Donc voilà, j'essaye simplement de me placer en médiatrice, d'être sur le terrain, de montrer ce qui est fait, d'aller à l'écoute des éleveurs avec qui ça fonctionne, ceux pour qui ça fonctionne pas, et de faire passer ce message un petit peu partout localement. Mais il faudrait bien plus de personnes qui fassent ça aujourd'hui. De la médiation, c'est important pour qu'on puisse bien cohabiter et de façon pérenne sur cette planète. Enfin, pour parler de vos projets futurs, toujours en vadrouille j'imagine, et j'ai entendu qu'il y aurait un long métrage qui est en phase de préparation, ou qui est en préparation. Vous pouvez m'en parler? Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Effectivement, depuis 2016, cette simple quête du loup de façon historique a pris une ampleur qui m'a un peu dépassée. Et je me suis aperçue de beaucoup de choses donc sur l'environnement qui nous entoure, sur les liens interespèces dont j'ai parlé tout à l'heure, et finalement sur la résilience de notre nature. Ce que j'ai le plus appris, c'est que la nature, l'environnement, a une force de frappe incroyable quand on la laisse respirer un petit peu ou quand on trouve des compromis entre les activités humaines et la nature. Et aujourd'hui, on le sait, on est sur une extermination de masse de la biodiversité. Et je dis bien extermination, parce qu'on parle d'extinction, mais c'est pas le bon terme à mon sens. Et on sait très bien, on a ce savoir scientifique, on a nos rapports du GIEC, on sait ce qu'il faut faire, on ne le fait malheureusement pas. Donc, à travers toute cette quête qui partait du loup, j'en suis venue à des réflexions personnelles, une introspection, et puis à mêler en fait tous les avis naturalistes de bergers et autres que j'ai pu entendre, et à vouloir finalement transmettre ce message. Et le film, pour moi, le cinéma, c'est quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui, en tout cas, qui peut laisser place à ce message, qui peut être prenant. Et donc on a les réseaux sociaux aussi, mais voilà pourquoi on se dirige vers un long métrage qui parlera peut-être un peu du loup, mais à mon avis de bien d'autres choses aussi. Bien, merci beaucoup Sandra Bérénice Michel de nous avoir reçus dans vos montagnes. Merci à vous. Bonne continuation et à très bientôt. Merci. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode dans Tête à Tête. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, évidemment sur 8 Mont Blanc.